Bonjour à toutes et à tous. Bonjour d'abord à vous qui avez affronté la circulation pour être au Gazette Café en temps voulu. Bonjour à nos auditeurs de Montpellier, Nîmes et Perpignan. Et bonjour à tous ceux qui nous voient en vidéo sur le Facebook de Radio Aviva. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui d'aborder un thème extrêmement important à cheval entre un café santé et un café société, puisqu'il va être question de l'optimisation de la santé en milieu urbain. Quels sont les paramètres qui jouent? Qu'est-ce qu'on en sait à ce jour? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc, toutes les questions qui sont à l'ordre du jour particulièrement. On évoquera en fin de discussion un projet Urbanome qui est fait en partenariat avec la métropole de Montpellier et la ville de Montpellier pour justement avoir des informations chiffrées sur ces questions-là. Donc, on voit bien qu'on est au cœur d'une démarche de connaissance déjà et scientifique sur l'impact du milieu urbain et des différents paramètres qui gèrent le milieu urbain en termes de santé des habitants des villes. Et nous verrons un peu les questions qui se posent à nous et à la communauté scientifique. Isabella Amnesi Maessano, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM et professeure d'épidémiologie environnementale. C'est dire que vous êtes à votre affaire ce soir et à la nôtre surtout. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut d'Ebrest et un institut en épidémiologie santé publique, une unité de recherche mixte de l'INSERM et de l'Université de Montpellier. Vous étiez auparavant à l'EPAR, à l'INSERM et à la Sorbonne à Paris. Vos recherches, on le verra tout à l'heure, portent sur l'éthiopathologie des maladies allergiques et respiratoires et des comorbidités associées. Donc nous verrons pour nos auditeurs et spectateurs, on va décoder tous ces termes joyeux, scientifiques et pourtant très précis. Grec. Voilà. Nous avons également avec nous Lionel Scotto d'Apollonia, qui est directeur du laboratoire citoyen artiviste et chercheur associé au LIRDEF, Université de Montpellier. Vous animez une direction collégiale d'un groupe d'intérêt scientifique, démocratie et participation, situé au Message Paris Nord. Et on verra comment vous impliquez la population, justement, à la fois dans le diagnostic des qualités environnementales, mais aussi dans le changement des habitudes vis-à-vis de cette qualité environnementale à améliorer. Et puis enfin, évidemment, on parle de milieu urbain. Donc, nous avons un urbaniste avec nous. Et merci Fabien Blasco d'être avec nous. Vous êtes membre de l'association professionnelle des urbanistes d'Occitanie Méditerranée et actuellement DGS, directeur général des services de la ville de Grabels. C'est dire que vous avez les mains dans le cambouis sur les actions à prendre, les décisions à prendre pour améliorer l'urbanisme avec un maire extrêmement motivé en la matière. Donc, vous étiez précédemment directeur de l'innovation et directeur de foncier et aménagement à Montpellier Méditerranée Métropole. Donc, c'est aussi, vous avez également vu comment les décisions peuvent se prendre en amont pour qu'on ait une qualité de vie améliorée en milieu urbain. Alors, bien sûr, l'urbanisme croît. Une personne sur 4 vit en milieu urbanisé, en tous les cas en ville, dans des villes. Malheureusement, la pollution va de pair, puisque la pollution de l'air provoque environ 6 500 000 décès par an, donc dans le monde, hein, bien sûr. Donc un décès sur 8 est lié à la pollution de près ou de loin. Ce sont des chiffres alarmants. 307 000 décès prématurés du fait des particules fines en Europe. 97% de la population mondiale urbaine est exposée à des niveaux de particules fines supérieurs au niveau souhaitable, au niveau recommandé. Et puis, à l'échelle nationale à présent, 48 000 décès prématurés estimés en France,
en raison de la pollution atmosphérique, et en 20 ans, doublement des allergies. Mais là, je parle sous contrôle de ma voisine de gauche qui va nous dire ça beaucoup plus précisément tout à l'heure. Enfin, 5 à 10% des cancers seraient liés à l'environnement. On parle beaucoup aussi du radon dont il faut s'occuper, qui est responsable de 1200 à 3000 décès chaque année par cancer du poumon. C'est dire que c'est un problème qui nous touche tous. 24% de la population française habite dans un espace urbain, périurbain. C'est dire qu'il faut s'occuper de tout ça de façon sérieuse, de façon prolongée aussi. Alors, ce n'est pas scientifique, bien sûr. Donc, Isabella Amnesi Maessano, ce n'est pas à vous qu'on va dire qu'il faut mesurer tout ça de façon très précise, régulière et permanente. Oui, merci beaucoup. Voilà, vous avez donné des chiffres. Je commence par une précision. En fait, tous les chiffres dont on dispose, ce sont des chiffres conservative, de prudence. Par exemple, quand on va regarder le nombre de morts à la suite de l'exposition à la pollution atmosphérique, il y a plusieurs données qui sont très fiables et qui parlent de 9 millions plutôt que les 6, vous voyez. En France, oui, c'est pire, ça va dans ce sens-là. En France, on a 100 000 décès, ça a été calculé. Alors, pourquoi ces différences ? Parce que ça dépend de pathologies qu'on considère comme étant liées à la pollution. Et donc, quand on considère moins de pathologies, on a moins de décès aussi. Donc, c'est le facteur de causalité qui pose question, la définition de la causalité. La définition de la causalité. Alors, et là, je vais peut-être surprendre les participants, disons les auditeurs, mais aussi vous qui êtes là. On sait maintenant que ces particules fines ne sont pas responsables seulement de pathologies pulmonaires. Oui, on inhale la pollution et donc on a des conséquences au niveau des voies aériennes. Non, ces particules, selon la taille, peuvent arriver au niveau des alvéoles, qui est la partie terminale de nos voies aériennes, où il y a les échanges gazeux qui nous permettent de vivre. Et à ce moment-là, ils franchissent la barrière, tout comme l'oxygène, et ils se promènent dans le sang et ils vont atteindre plusieurs organes. On est maintenant en possession de données très robustes, c'est le terme qu'il faut utiliser, qui lient l'exposition à ces particules fines, ultra fines, avec le diabète. On voit bien. Les maladies neurologiques, les maladies rhumatismales, les maladies de cœur, les cancers, les enfants qui grandissent moins bien que les autres, qui ont des troubles du comportement, etc. Donc, il n'y a aucune estimation au monde qui tient compte de toutes les conséquences, mais elles sont nombreuses. Donc, on a bien compris que l'impact de cette pollution est multiple, et les particules fines mais l'impact est multiple, parce que en passant dans la circulation sanguine, elles vont arriver aux différents organes de notre organisme, et du coup, si c'est cérébral, ça va être des perturbations cérébrales, si c'est hépatique, c'est le cas, donc selon le cas. Selon le cas et peut-être selon le facteur de fragilité du sujet. Absolument, vous avez tout à fait raison. Et pourquoi ? Parce qu'elles ont un pouvoir inflammatoire. Elles arrivent, elles ne sont pas inertes. Oui. Non, elles jouent un rôle. Elles abîment les organes. Alors, on a des mécanismes de défense, mais quand l'exposition est soit excessive, soit prolongée dans le temps, on est tout le temps au milieu d'un cocktail de polluants. Explosif. À ce moment-là, évidemment, il y a des conséquences. D'où l'importance, justement, Isabella, de s'occuper de cette qualité de l'air, de s'occuper de la qualité de l'air que nous inhalons. On parle justement des enfants à hauteur de peau d'échappement, donc c'est un problème qui est important. Ils sont exposés longtemps à un air qui est vicié.
Oui, tout à fait. Et les enfants, c'est pas la peine que je le dise, sont plus fragiles que les autres. C'est un organisme en voie de développement, donc les conséquences sont là et puis elles restent pour toute la vie. Et quand il y a des effets précoces, on est prédisposé à souffrir de maladies chroniques plus tard dans la vie. Et là, nous parlons de pathologies qui s'installent. Que dire des allergies ? Les allergies. On va les classer dans les pathologies, mais disons que... Ah oui, sûrement. Évidemment. Et ces allergies pulmonaires, des allergies... C'est l'asthme, par exemple, voilà. Un exemple d'allergie pulmonaire. L'asthme, ce n'est pas seulement allergique, mais ça, c'est un détail. Mais disons, ce sont des pathologies inflammatoires et l'allergie est un très bon exemple d'une pathologie respiratoire inflammatoire. Donc, il y en a pour le nez, la rhinite, il y en a pour les bronches, c'est l'asthme, mais aussi la peau, l'eczéma. Bien sûr. Et donc, voilà. Et les allergies, quand on parle de prévision, l'OMS nous dit qu'en 2050, il y aura un terrien sur deux qui aura souffert d'une forme d'allergie. Donc, c'est une explosion grande et il ne faut pas penser que ce sont des maladies qui ne sont pas très graves. Graves et beaucoup graves pour la société, aussi en termes de coûts, parce que comme vous avez aux États-Unis 60 millions de gens qui souffrent de rhinite allergique, mais même à $1 par personne, vous voyez, c'est énorme. C'est 60 millions. Donc, puisque ce n'est pas $1, c'est évident que c'est très cher. C'est beaucoup plus. Et donc, bien sûr, un impact sur la qualité de vie, un impact sur la durée de vie. Oui, aussi. Sur les deux. Oui. Et un impact aussi sur les coûts de la santé. Notamment dans des pays comme en France où il y a un remboursement de médicaments, etc., évidemment que le poids pour la société est important. Oui, absolument. C'est ça qu'il faut considérer. Ce sont des coûts socio-économiques. Vous l'avez bien dit, la qualité de vie des gens, un asthmatique en crise, il ne peut pas travailler, c'est évident. Ce sont des journées d'arrêt. Oui, même un rhinitique, s'il a sa crise, il y a plein de papiers parce qu'on a les pollens quand il y a les examens à l'école et on a des enfants qui ont des notes moins bonnes que d'habitude parce que dérangés par leur allergie. Donc, c'est un facteur extrêmement important à prendre en compte. C'est un peu comme la planète. On ne peut plus reculer maintenant. Il faut prendre des actions et nous verrons un peu ce qu'il est possible de faire. Alors, je voudrais me tourner vers notre urbaniste pour vous demander, Monsieur Scotto, Monsieur Blasco, pardon, Scotto, il est là. C'est parce que j'ai hésité entre les deux. Fabien Blasco, est-ce que au niveau des directions, justement, des services des villes ou des métropoles, c'est quelque chose qui est présent dans le schéma de décision? Alors, par rapport à l'urbanisation et aux demandes de permis de construire et de tout le reste. Bonsoir à tous. Déjà, écoutez, merci de cette invitation. L'urbanisme, au départ, alors on remonte à loin, l'Antiquité, mais c'est vrai qu'il y a un moment fort dans l'histoire de l'urbanisme qui est le mouvement de l'hygiénisme, en fait, de l'hygiénisme. Donc l'essence quand même du métier d'urbanisme, au départ, c'est organiser les villes pour de meilleures qualités sanitaires. On parlait d'accès à l'eau potable, d'assainissement. Les égouts, tout ça qui a été installé. Et très tôt, on sait que les fortes densités urbaines, c'est l'essence de la ville aussi, Bien les sûr. densités urbaines sont à la fois des aménités, des éléments qui rendent attractives les villes, et à la fois, elles génèrent des externalités négatives qu'on connaît depuis l'Antiquité et jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc on compose avec ça. Vous avez raison de le rappeler, il y a des avantages dans l'urbanisation aussi, c'est-à-dire
gestion des effluents, la gestion de sanitaire aussi, l'accès à la culture, enfin, toutes ces questions-là qui sont apportées aussi par la concentration urbaine et les externalités possibilités qu'elle génère. Tout à fait. Il ne faut pas rentrer dans un débat d'opposition ville-campagne, qui est un vieux débat sur l'urbanisme et qui ne nous intéresse pas ce soir, et plutôt de regarder objectivement ces questions contemporaines en fait, de santé. C'est vrai que si on resitue ça dans l'histoire des villes, les questions que vous soulevez, on peut marquer la période d'après-guerre, en fait, l'émergence de la voiture, et la manière dont la voiture et le véhicule autonome a réglé l'organisation des villes. Alors en France, c'est l'ère pompidolienne, en fait, qui a instauré la modification des villes. On parlait de rénovation des villes, mais pour en fait, en réalité, les organiser à la mesure de la voiture. Et ça a quand même marqué un changement majeur déjà dans la place laissée aux piétons, dans la qualité de l'air. Et ça s'accompagne aussi de la société de consommation d'après-guerre et de la multiplication des produits, des allergènes qu'on a pu citer. Alors la question est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on travaille avec cet héritage? J'ai envie de dire, moi alors ça fait maintenant 25 ans maintenant que je travaille dans la programmation urbaine, la conception urbaine. J'ai vu nettement un changement, il y a une dizaine d'années, un changement de paradigme quand même dans la manière de concevoir l'urbanisme. C'est vrai qu'on était beaucoup sur des questions de forme urbaine, d'architecture, de circulation, de mobilité en fait au sens de la dimension circulatoire des projets, comment on pourra écouler les bagnoles et les voitures dans un projet urbain. Et j'ai assisté moi à l'évolution des pratiques jusqu'à aujourd'hui où on commence à parler de zones à faible émission, de transport en commun généralisé, où on repense la conception. Tout ça n'est possible que parce que ceux qui font la ville commencent à pratiquer et le transport en commun et le vélo, et ça change quand même la donne aussi. Et donc la manière de penser les villes est en train d'évoluer. Mais tout ça est très long. C'est-à-dire que en réalité, entre le constat sanitaire qu'on fait aujourd'hui des pollutions et l'évolution des pratiques professionnelles, le changement de paradigme dans les manières de concevoir la ville, tout ça est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Parce qu'il y a des enjeux économiques, parce qu'on a des systèmes qui sont relativement stables, c'est un peu comme des centrales nucléaires. Vous savez, ça a une trajectoire opérationnelle, et quand on veut arrêter la centrale nucléaire ou changer la trajectoire, c'est très long. Et donc, on fonctionne à la périphérie des sujets, par ajustement progressif de la manière de penser les villes, et c'est aussi par l'émergence de nouveaux acteurs, les populations, qui s'invitent à la table de la discussion, la prise de conscience politique aussi, le débat du public, changement climatique et le débat public. Bien sûr. Et donc la question qui se pose à l'urbaniste aujourd'hui, c'est comment on introduit ces dimensions, qualité de l'air, dimension énergétique, la dimension circulatoire et automobile, en fait, dans la conception urbaine. Donc la ville qui s'étale à l'infini, ça n'est plus, ça n'est plus la tendance. Alors c'est un autre. Où on reprend un étalement de ville. Alors je sais qu'avec le télétravail, les gens commencent à habiter un peu loin et ne pas circuler forcément. Mais sur les cœurs de ville, est-ce qu'on continue à se dire on va avoir des zones, du foncier dans des zones périphériques? Oui, alors on a d'abord, c'est vrai qu'avec post-Covid, on a eu la sensation qu'il y avait un exode urbain en fait, et que beaucoup de gens allaient s'installer à la campagne, ce qui est faux aujourd'hui, on le vérifie par les chiffres, c'est que ce phénomène n'existe pas. On a un phénomène de périurbanisation quand même qui s'est renforcé, et c'est vrai que dans la planification stratégique qui se met en place aujourd'hui, avec la ZFE, on a le ZAN, c'est beaucoup de Z, vous avez vu, des UP, la ZFE à la ZAN. Zéro artificialisation nette, il y a beaucoup d'acronymes dans l'urbanisme, mais en gros, ça donne quand même une tendance lourde vers la limitation de l'étalement urbain, parce qu'on sait que là, on a effectivement des économies, des externalités négatives liées au déplacement, liées aux consommations énergétiques, et donc le temps, et on va vers des villes à forte densité. Alors la question des densités urbaines, c'est une question technique, bien sûr, mais c'est une question culturelle aussi, d'acceptabilité des formes urbaines fortement denses. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a des villes dans le monde,
vous allez à Hong Kong, vous allez dans l'échelle mondiale, vous avez des villes hyper Mexico, denses. Mexico, Hyper denses. Mexico, on a l'impression que ça n'arrête jamais quand on Mexico, survole. voilà. Donc, c'est Mexico, énorme. Et ce phénomène de la densité, il existe depuis au Yémen. Vous allez au Yémen, vous avez des habitations collectives. C'est les premières qu'on connaisse, les plus anciennes, qui ont plus de Oui. 4000 ans, 5000 ans. Donc en fait, on sait vivre en forte densité. La question, c'est dans quelles conditions et quelles sont aussi les conditions politiques, organisationnelles qui permettent cette coexistence des individus, et est-ce qu'on a des conditions de bien-être possibles dans les villes fortement denses. Ça renvoie aux questions de mobilité, de qualité Ouais. de l'air, de Et nature en donc, ville je aussi. reviens à ma question. Dans un service d'urbanisme d'une municipalité, est-ce que les gens qui travaillent là sont conscients? Je ne dis pas qu'ils ont une baguette magique, on Ouais. n'est pas là pour ça. Mais est-ce qu'ils ont bien conscience à présent Ouais. que tous ces paramètres sont à prendre en compte avec des conséquences à J plus 7 ou 10 ans, quoi? Ben, je vais être très franc. Aujourd'hui, on a des jeunes générations qui arrivent dans des postes à responsabilité, qui ont des formations un peu mieux intégrées que par Ouais. le passé. Parce que tout l'enjeu, c'est pas de gérer de façon fragmentée toutes Bien ces sûr. questions. Les questions de mobilité, les questions d'énergie, les questions de sol urbain, les questions de nature en ville ou les questions de ressources en eau. Mais c'est bien de faire des synthèses en permanence dans la conception des projets. Ouais. Et on a des jeunes qui aujourd'hui sont un peu mieux formés à ces questions-là, des formations un peu plus disciplinaires, transdisciplinaires. Dans la ville d'Edgar Morin, on sait ce que ça veut dire. On approche la complexité de l'organisme urbain comme un organisme vivant, en fait. Parce que c'est ça la particularité des villes. Bien Ce sont sûr. des organismes vivants. C'est un organisme Voilà. vivant qui vit en même temps Donc que ça évolue, ses habitants Mais et qui maintenant, évolue. il y a des progrès à faire dans le processus de la décision, qui est un agencement d'acteurs multiples, rationalité limitée et polycentrique, qui engage des acteurs économiques, des habitants, des élus, Oui. des services techniques. Et le rôle d'un urbaniste aujourd'hui, c'est d'améliorer ce processus de la décision et d'améliorer cette prise de décision en tenant compte des finalités qu'on vient d'évoquer sur des villes plus saines. Donc, si on a compris, une problématique multifactorielle, beaucoup de paramètres à gérer, et des scientifiques, bien sûr, à la tête des analyses, des services d'urbanisme qui sont là pour fédérer les différentes approches sur les différents paramètres et intégrer autant que faire se peut cela dans une décision urbanistique. C'est bien ça? C'est ça l'idéal? Mais Pas que. pas seulement, on ne peut pas tout faire. Non, mais Après, je ne dis pas immédiatement, je dis intégrer. Il y a un hiatus, je pense aussi, ne pas confondre. On parle souvent de la ville Oui, en tant que production urbaine, physique et matérielle. La ville en tant que production urbaine, physique, et la ville en tant que groupe humain. oui, Et on a tendance à confondre l'un et l'autre, en fait. Donc la question qui est posée au service urbanisme, c'est de bien faire la structure. l'habitat. Mais bien sûr, bien sûr. L'habitat au sens écologique du terme, peut-être. Oui. C'est ça qui serait intéressant de creuser. Comment on conçoit des villes désirables et qui répondent à des attendus, des désirs et des représentations culturelles et des usages, une éthologie, des comportements acceptables. Et après, il y a la ville en tant que groupe humain. Et ce groupe humain, lui, doit fixer les règles des usages de la ville, du bon usage de la ville, ou de la programmation de ces villes. Voilà. Et là, ça n'appartient pas à l'urbaniste. Là, c'est le politique, le citoyen, le scientifique. C'est bien sûr la décision politique, la décision d'extension du foncier ou pas, la décision de transport en commun, la décision d'éducation aussi du public. Et là, je vais me tourner justement vers Monsieur Lionel Scotto d'Apollonia pour parler du public. Alors, ce public, ces habitants des villes, qu'est-ce qu'on fait avec les habitants des villes ? Est-ce qu'ils sont de plus en plus conscients du fait qu'ils aient un rôle à jouer ? Alors, merci pour l'invitation, merci pour le cadrage qui est introduit. J'arrive à point nommé parce que justement, moi j'incarne une forme de recherche naissante, émergente, et à Montpellier, on a la chance d'avoir ce pôle de recherche très attractif, à la fois en épidémiologie, sur des recherches fondamentales, mais sur ce qu'on appelle la recherche, action, participative. Donc ça fait l'acronyme RAP, on n'est pas là pour danser. Alors bien sûr, il y a la dimension recherche, analytique, des années d'inefficacité. Pourquoi ?
point d'interrogation, Méthodologie. de l'action et de la participation. Alors bien sûr, les publics, quels qu'ils soient, alors citoyens, mais aussi l'artisan, l'industriel, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes, Oui. comme on dit. Il n'y a pas que le citoyen, tout le monde est citoyen, mais il faut aussi avoir une forme de catégorisation des acteurs avec qui on a à faire. Et puis l'action. Alors l'action, effectivement, il y a agir, mais agir, ça ne veut pas dire s'agiter. C'est agir avec quelle efficacité sur quelle échelle de temps et avec quel indicateur d'efficacité. Voilà. À point nommé, vous parliez effectivement de l'efficacité, elle peut être sociale, elle peut être environnementale, elle est multifactorielle. Et justement, il y a un changement paradigmatique dans la prise de conscience où l'efficacité, elle est plus technocratique, avec cette caricature du mouton à 5 pattes. Oui. Mais maintenant, elle est plus, attention, plus, pas vraiment Tendance. plus On n'est pas arrivé citoyenne, au bout, mais c'est tendance. où effectivement, il y a une prise en compte de ce que le peuple, la participation, l'ensemble des parties prenantes peuvent exprimer. Bien sûr, quand on fait de la recherche, on n'est pas dans l'enthousiasme. On est là justement pour arriver à identifier quels sont les freins pour mieux justement actionner les leviers à l'action. Donc c'est avoir des paramètres objectifs, une méthodologie scientifique, avec une participation du public. Voilà, la participation du public et avec une approche qui peut être à la fois très quantitative, mais Bien surtout sûr, qualitative, comme le projet Urbanome est posé, c'est-à-dire dans la façon dont les personnes ont leur propre ressenti. Et ça, c'est une variable de recherche à proprement parler. Exactement. Alors, si je me souviens bien, Artiviste, il y a quelque temps, avait fait une étude où les gens prélevaient sur des feuilles de leur balcon ou jardin, faisaient des prélèvements pour voir l'effet de pollution. Donc ça, c'est une gifle. Quand on voit que c'est sur son balcon que la pollution atterrit. Alors, je vais synthétiser, mais merci. C'est un raccourci, c'est un raccourci que j'ai fait. Merci de le rappeler. Le projet est toujours en cours, donc c'est passé de air, climat, santé et société et art, puisqu'on implique les citoyens à travers l'art et la culture, à un projet qui s'appelle Brief maintenant. On est enfin un projet financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et qui a fait des petits points, parce qu'on se développe un petit peu en France partout, là où il y a de la problématique. Et alors, globalement, on a quelques résultats de recherche qui sont publiés. Et pour revenir à une discussion un peu technique, il faut rappeler alors aux auditeurs, aux personnes présentes sur Facebook, que effectivement ces problèmes de qualité de l'air sont des problèmes de santé environnementale très importants, mais souvent il y a des éléments contre-intuitifs. Je m'explique. Contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on a une impression que, et c'est tout à fait faux. Alors voilà. D'accord ? Exactement. Donc c'est les râleurs du café du commerce. Alors oui, presque. Mais méchante, il faut tout le monde. Il faut tout le monde. Il faut le râleur du café du commerce. C'est important le café du commerce. On peut faire le Moscato Show, refaire le match de foot, mais c'est aussi important. Donc ces résultats contre-intuitifs, c'est quoi ? C'est d'une part, effectivement, ces problèmes de chronicité qui sont importants et pas de pics. Or, la régulation, c'est quoi ? On est dans les pics d'alerte. Or, en matière de santé environnementale, c'est la chronicité de l'exposition qui est facteur de... Le deuxième élément qui est contre-intuitif, c'est que là où on croit que c'est pollué, ça ne l'est pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'au niveau atmosphérique. Parce que la pollution, l'exposition à la pollution est surtout un élément causal des facteurs de dilution. Là où il y a du vent, il y a moins de pollution, globalement. Bien sûr, ça là balaye. où, d'un point de vue urbain, on a une structuration, ce qu'on appelle les rues canyons, là, il peut ne pas y avoir des facteurs de pollution très importants et pour autant on va se retrouver avec une densité de concentration et là une chronicité de l'exposition à une pollution qui peut apporter des éléments. D'où essayer de trouver des leviers d'action dans la façon de réaménager, de repenser l'aménagement urbain. La cité. Voilà, sachant que la voiture est stigmatisée, que c'est un facteur de pollution qui est indéniable, mais que le tout électrique n'est pas forcément une solution. Pourquoi ? Parce que la voiture ne pollue pas uniquement par son pot d'échappement, mais aussi par les freins, mais aussi par le freinage, par les pneus, etc. Donc, et puis, il faut la charger, la voiture. Voilà. Oui. Donc effectivement, on implique les citoyens, c'est ce qu'on a fait rue Saint-Louis, et on n'est pas peu fiers. Pourquoi ? Parce qu'on fait une première mondiale, donc on va publier dans une grande revue qui est Wiley, donc c'est une revue américaine, une étude faite avec les habitants du quartier des Arceaux, avec à l'intérieur les services de la métropole, les citoyens qui sont
co-auteurs de l'article. C'est magnifique. Avec nous. Donc, une première mondiale, on va faire cocorico quand même. Hein. Ah ben, on n'est pas peu fiers. Première On est mondiale arrivé à au bout. Montpellier. On était... Alors, on voit bien que c'est un problème émergent, que de plus en plus on sent la nécessité d'avoir des paramètres objectifs et non émotionnels sur le sujet, d'avoir une démarche scientifique, et c'est dire que les institutions s'en occupent, l'Union européenne aussi, et donc un certain nombre, la métropole également, puisqu'on va parler là d'une étude qui émerge, qui est faite, qui va être faite justement en lien avec l'Union européenne et la métropole. Donc j'aimerais que vous nous en disiez un petit mot. Voilà, c'est l'étude Urbanome. En fait, c'est une étude qui est financée par la Commission européenne et qui est dont le partenaire pour la France, c'est l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et il y a mon doctorant là, Marouane, qui est notre cheville, elle aussi. Marouane, on compte sur vous. Oui, qui est notre cheville ouvrière. Donc, on a... En quoi consiste l'étude, donc ? Ah si, ça marche maintenant, je ne sais pas pourquoi. Donc, en fait, on a pensé que vivre dans une ville n'est pas seulement être exposé à la pollution atmosphérique, mais à beaucoup d'autres nuisances qui sont le bruit, qui sont le manque d'espace vert, le manque de mobilité parce qu'on n'a pas occasion de bouger, hein, de marcher, et puis aussi le stress. Donc, on s'est dit, c'est l'ensemble de plusieurs facteurs qui agissent sur la santé, la qualité de vie et le bien-être des individus qui habitent dans une ville. Et on veut étudier ça de façon globale, pas un facteur à la fois, hein, pour ensuite proposer des recommandations et éventuellement au niveau européen, parce que nous sommes une des 10 villes qui participent à cet effort, hein, de compréhension. C'est une étude participative, hein, parce que, comme l'a dit Lionel, il y a la participation des individus. Alors, elle varie d'une ville à l'autre, parce que, par exemple, en Écosse, il y a des initiatives dans un espace vert. Milan, ils vont fermer une rue, ils vont la rendre piétonnière et voir comment la situation évolue. Mais l'idée, c'est ensuite de comparer les données, les expositions tout d'abord, les données de santé, de bien-être des individus et aussi de perception. Hein, c'est une dimension très, très importante parce que, comme le disait Lionel, parfois... il y a une confusion, hein, on ne comprend pas, on ne sait pas. Et surtout, le biais majeur, les gens qui se portent bien, ils ne sentent rien, mais malheureusement, la pollution, par exemple, mais aussi les autres facteurs de risque, ont des effets à long terme. Hein. C'est le fait d'être tout le temps exposé qui provoque des... Donc Isabella, 10 villes qui vont participer, des villes de taille différente. Milan, c'est une très grande ville avec les... Ah oui, très polluée. D'ailleurs, on l'a vu pendant la Covid. C'est bien connu, hein, bien sûr, Montpellier. Et puis il y a Aberdeen, il y a Aarhus au Danemark, il y a la Grèce, donc Athènes et Salonique, qui sont deux villes assez importantes, à Mignon, hein, même de Salonique, et puis il y a la Slovénie avec Ljubljana, et Stuttgart en Allemagne, voilà, et Madrid. Voilà, donc on a finalement 9 villes européennes, c'est important. Et Montpellier qui participe. La méthodologie est la même ? Partout, sauf dans les essais
participatif, parce que là, il y a des initiatives qui sont très locales, évidemment. Bien sûr. Ce n'est pas une étude qui naît de rien. Il y a des accords avec les mairies en général dans ces villes. Donc, c'est en discutant avec les acteurs, les parties prenantes, que certaines décisions ont été prises. Alors, la première partie, elle est très simple et on a besoin de 1000 volontaires, on les appelle. On a besoin des auditeurs. 1000 On a besoin de nos volontaires, auditeurs. donc pour les auditeurs qui ont envie. Oui. 1000 auditeurs, s'il vous plaît. Vous aurez le lien. Et, vous Donc cliquez. d'abord, il vous faut, pour les gens qui n'ont pas l'habitude des études, 2 étapes. Donc je suppose que le questionnaire a été mis au point, il est validé. Très Maintenant, validé, il faut recruter des citoyens qui veulent répondre aux questions. oui. Est-ce que c'est simple? D'abord, le premier questionnaire d'entrée, c'est très simple. Et ensuite, c'est très simple aussi. L'autre questionnaire, ce sont des questions sur les problèmes de santé, s'il y en a. S'il n'y en a pas, c'est encore mieux. Les habitudes de vie, les perceptions. Et donc, nous l'avons déjà testé, mais en fait, tout ça, ça a été fait d'autres fois et c'est très simple. Donc, ces questionnaires, les gens qui ont envie de participer à l'étude vont s'inscrire, on va voir tout à l'heure comment. Ils reçoivent le questionnaire, ils y répondent, ils le renvoient, analyse des résultats et une conclusion locale et je suppose européenne. Oui, d'abord la locale, vraiment J'ai très été vite, rapidement. parce que moi, je vous fais ça en 5 minutes, le résultat. Oui. Ah bah oui, c'est pas sûr. En Paris, on fait un Paris. Mais disons que nous allons très vite, on s'est organisé pour que les résultats, pour Montpellier, bien sûr, soient rendus rapidement. Donc, Alors, dans une occasion comme celle-ci, par exemple. Bien sûr. Alors, nos auditeurs, là, je fais appel à nos 38 700 auditeurs par semaine. Donc, s'il vous plaît, il nous faut 1000 volontaires. Donc, on mettra un lien sur notre site et sur notre Facebook, sur nos réseaux sociaux, pour que les gens puissent s'inscrire. Dans votre intérêt, et s'il y en a plus, nous n'éliminons personne. Très bien. Tout le monde est pris. Donc, ne vous dites pas, je vais arriver après la bataille. Non, toutes les données sont utiles. Plus on a de personnes qui répondent, plus les résultats sont pertinents. Donc, c'est tout à fait important. Vous êtes une bonne méthodologie. Merci. Et donc, ensuite, ce sont des réponses intuitives. Il n'y a pas à se casser la tête. On sait, si les questions qui sont posées, on peut y répondre d'emblée. Comme chez Jacques Martin. J'appelle à Tout le monde a monsieur le 10 participatif sur ma droite, Lionel. Donc, c'est très simple de répondre. À partir du moment où on sait lire le français, on peut répondre. On peut y aller. C'est comme chez Jacques Martin, tout le monde a 10. Donc ça, c'est très bien parce que du coup, c'est facile. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous savez un peu ce qui rebute les gens et que là, on est dedans. On n'est pas, ça va être facile. Alors, l'étude est très facile, elle est très intuitive, effectivement. Marouane est dédié spécialement dans sa thèse pour ça. Par contre, on a du mal à recruter. Alors, donc, il vous manque de la communication. D'un élément où on allait penser au départ que les gens allaient affluer, on voit bien qu'il y a un effet post-Covid. Oui. Et ce n'est pas évident. Et que les facteurs d'engagement, ces éléments anxiogènes, on a plutôt envie de les éviter. Oui, et pour autant, on est là pour objectiver. Alors, c'est comme pour la planète, quand on dit que chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice, c'est pareil là-dessus. C'est contribuer à l'analyse de la situation. Pardon, je vous ai coupé. Je voulais dire... C'est très important, c'est dans l'intérêt des gens de participer. D'accord. Alors, vous vouliez intervenir aussi. Donc, Fabien Blasco, vous vouliez intervenir? Non, pas spécialement. Donc, moi, j'aimerais avoir une idée des tempos, parce qu'on parle de cette étude. Est-ce que c'est une étude qui va s'enliser pendant 10 ans? Je suis vilaine. Non. C'est une thèse. Alors, l'étude a commencé, si j'ai compris. Tout est prêt? Oui. Je sais pas, Marouane peut nous faire un point sur les gens qui ont déjà... Il n'a pas de micro là pour l'instant, donc soit il s'approche, soit il ne fait pas de point. Il peut s'approcher donc, pour faire le point, parce approchez-vous. que lui, il a commencé déjà. Donc, je rappelle que... Marouane est doctorant, effectivement, et c'est lui qui est... Peut-être tu peux venir devant la caméra, ça... pour le Facebook. Ici, s'il vous plaît, ça... Marouane, mettez-vous là, vous pouvez vous asseoir si vous voulez, voilà. Alors, Marouane, l'étude a commencé, combien de personnes
Donc, combien de pages le questionnaire? Moi, je vais poser les questions des gens pressés déjà. Alors, c'est sur Internet, donc du coup, les pages, Oui, ça je sais diffère bien, un mais petit peu combien de Alors, question, on temps? est sur 80 et quelques. D'accord. Donc, Donc, ils ne sont pas toutes obligatoires. Hein. Voilà. c'est Ça veut dire simple. que si vous répondez oui à certaines questions, il y en a d'autres qui se Il y a développent. d'autres qui se développent. Donc, on va dire que c'est un quart d'heure. Environ, on a mesuré 20-25 minutes maximum. Bon, 20-25 minutes pour votre qualité de vie, ça vaut le coup quand même. Largement. Donc, 20-25 minutes. Ensuite, vous avez combien de gens qui ont déjà répondu? Alors, actuellement, 96. 87, on n'est pas rendu. Il nous en manque, j'ose pas faire 900. le compte de tête. 900 et des 903. clos. Il est doctorant, il est plus mûr que moi, il est plus frais que moi. Donc, il en manque beaucoup. Et donc, n'importe qui, quel que soit l'âge, Alors, on a qui. 2 critères de sélection principales, Voilà, parce qu'il faut quand même cibler la population. On est sur 18-80 ans pour l'âge. Et d'accord. le seul critère principal de sélection qu'on a vraiment, c'est habiter dans soit le milieu urbain de Montpellier, donc Montpellier. Oui, si on ou habite sur le le côté phare de périurbain. Palavas, ça va pas le faire. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Tout ce qui est périurbain aussi à Montpellier. D'accord. Urbain, périurbain, ça veut dire la métropole globalement. C'est ça, Hein, métropole. d'accord. Donc on est sur le périmètre métropolitain, un tout petit peu plus. Et donc oui, pas la métropole administrative, mais la métropole. Voilà, tout ce qui est à proximité. Le bassin de population de Montpellier est C'est concerné. Le critère d'exclusion ne peuvent pas participer les moins de 18 ans et C'est les ça. plus de 80 ans. Ça n'est pas qu'ils n'aient pas un bon avis, mais il faut bien à un moment donné dans On prend une la étude population la plus avoir des active. bornes, voilà, et avoir une population qui circule beaucoup. Donc c'est c'est ce qui a été et donc l'enquête épidémiologique va se maintenir jusqu'à quelle date idéalement? Alors, l'objectif, c'est Vous aimeriez d'ici... avoir les 1000 quand? Alors, d'ici l'été. D'ici Et- l'été, on va avoir les 1000 personnes pour pouvoir lancer l'étude, lancer les questionnaires et après publier les résultats qui vont Été s'appeler. 23. Oui, Été 2023. 23. Donc, début d'été, fin d'été? Début d'été le plus... Début d'été. Donc, en juin, on doit avoir maximum les 10 000 personnes qui se Les 1000 sont personnes. manifestées et à ce moment-là, elles vont recevoir un questionnaire. C'est ça, les C'est 1000 bien personnes, ça. pardon. Donc, pour l'instant, c'est juste une manifestation d'intérêt. C'est ça. C'est bien ça. C'est ça, et les personnes qui seront manifestées recevront le questionnaire après. Donc, précipitez-vous, on va vous dire comment vous pouvez participer. Le deuxième point, c'est vous allez analyser les données ensuite, en combien de temps et quand il y aura un résultat pour la métropole, le bassin Le de plus population de rapidement Montpellier. possible, ça veut dire que ça peut être maximum 1 mois, 2 mois. Donc, c'est une course rapide, ce C'est qui ça. fait que si vous participez, vous aurez rapidement un retour dans lequel sera inclus le résultat de votre quartier, par exemple, ou de votre mode de On vie. pourrait essayer dans les C'est résultats, très ouais. important de dire que ça, en fait, on intègre là-dedans Oui. les données qui nous concernent spécifiquement et donc le résultat nous concernera aussi un peu plus spécifiquement. En septembre, je dirais qu'on aura D'accord. des D'accord. résultats. Donc c'est hyper important. Ça s'appelle Urbanome Montpellier et c'est une étude. Donc vous allez nous dire comment on retrouve des informations sur cette étude-là. Sur le site, je suppose, il y a un site Urbanome, il y a un... Alors, c'est plutôt sur les réseaux sociaux, du coup, on peut vous mettre le lien directement sur le site d'Aviva. Oui, très bien. Donc, ce sera le lien directement du sondage. Sinon, on a des réseaux sociaux, on a Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Très bien. Donc, c'est Urbano Montpellier, si vous tapez, vous trouvez directement. Et je rappelle que c'est une étude avec la collaboration de la métropole de Montpellier, de l'INSERM, Urbanome, ça va de soi, la Commission européenne, l'IDESP, Institut Debré. d'épidémiologie et de santé publique, à vos souhaits, et Artiviste. C'est très Figure dur. là. Et Artiviste qu'on nous a présenté tout à l'heure. Et d'ailleurs, je me permets, on invite les auditeurs à venir. Il y a la foire de printemps. Le printemps arrive. On voit que les arbres commencent à bourgeonner. Oui. Parfois, c'est très beau. Il y a la foire de printemps à Montpellier qui se tient Le donc week-end de ce prochain. vendredi, voilà, de vendredi à lundi jusqu'au 20 mars. On sera présent donc les 3-4 jours directement sur la foire, incarné avec un street artiste qui sera là pour faire une œuvre. On invite les auditeurs à venir nous rencontrer. Il y a plusieurs mini-conférences, café-débat qui sont prévues. Donc on est là pour
Donc, c'est bon. rencontrer le public, leur parler plus longuement, répondre à toutes leurs questions, voilà. Très bien. Donc, ça va être le moment de vous rencontrer et d'avoir des renseignements aussi. Alors, au niveau de l'urbanisme, qu'est-ce que vous en attendez, monsieur? Bah, moi, je pense que Justement, c'est très qu'est-ce intéressant. que Fabien Blasco? Oui, moi, ce type de démarche est passionnant, intéressant. Comme je disais tout à l'heure, ce qui compte, c'est la ville, mais c'est l'usage de la ville. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans les villes? C'est peut-être la question qu'il faut se poser aussi, c'est ce qu'on en attend. C'est aussi peut-être des villes à vitesse plus lente, hein. On est dans des villes très active, Accéléré. suractive. Moi, tout à l'heure, je suis venu de Grabel ici en vélo. J'espère. J'ai pris un grand plaisir Sinon, à venir en vélo. sinon mais... j'appelle votre mère, hein, si vous êtes venu en voiture. Votre mère, MAIRE, bien Oui, j'ai sûr. bien compris. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que alors, c'est peut-être pas possible pour tout le monde, mais lorsque c'est possible, trouver toutes les occasions possibles pour avoir une relation différente à l'espace urbain et profiter justement des aménités de la ville, revoir sa manière de profiter de la ville plutôt que de la parcourir à trop grande vitesse. Ça, c'est peut-être un premier défi. Et je crois que ces études, elles ont aussi des vocations, un intérêt cognitif, c'est-à-dire que ça permet aussi aux gens de réfléchir à leur comportement en ville, à leur manière de vivre la ville et à peut-être pouvoir se projeter différemment. Et je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de messages qui enserrent les personnes dans beaucoup d'injonctions paradoxales, contradictoires, qui agissent sur ce que les gens pensent, mais pas sur ce que les gens font. Oui. Et on a de plus en plus besoin de permettre aux gens de vivre des expériences physiques, concrètes, dans la manière de parcourir les villes. Et je trouve que des démarches telles que celle-ci, elles doivent aider à ça. Voilà. Donc, c'est important, effectivement. C'est comme le colibri qui met sa petite goutte d'eau qu'il avait dans le bec pour éteindre un incendie. Chacun apporte sa pierre. Au moins, il a fait ce qu'il avait à faire avec les moyens qu'il avait. Et c'est vraiment ce qu'on demande à chacun, c'est de participer à cette étude urbanome pour qu'on ait une cartographie un peu Oui. de la qualité de l'air et de la pollution et du bruit et de la qualité de vie aussi dans notre métropole, dans notre bassin de population. Oui, tout Oui, à fait Fabien. d'accord avec l'image du colibri. Petit colibri peut faire tout ce qu'il peut, mais après, il y a aussi des décisions politiques Bien entendu. importantes, des choix qui sont faits aujourd'hui en matière d'infrastructure routière, en matière de mobilité. On est encore, c'est le syndrome de la centrale nucléaire dont je parlais tout à l'heure, Bien on est sûr. encore sur des choix et des stratégies pour des projets qui datent du siècle dernier, du monde d'avant, et encore assez peu du monde à venir. Et il me semble qu'aujourd'hui, on pourrait affecter des budgets qui sont voués à des infrastructures routières, à des politiques de transport en commun ou à des politiques d'amélioration. C'est ce qui de commence la vie. à se faire, bien Ça commence à se entendu. faire, voilà. Et bon, c'est plutôt Mais on a des sujets quand même sur la métropole. l'interurbain où on a des sujets. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais on est au bout de notre temps. Donc, s'il y a une question rapide, s'il vous plaît, monsieur, attendez le micro et madame aussi. Et ensuite, on fera la conclusion du... Et je suis habitant de Montpellier déjà depuis une paire d'années. On voit quand même que dès qu'il y a des opportunités, des vieilles stations-service qui ferment, 6 mois après, un an après, elles sont remplacées par des immeubles. Bref, une densification. À votre avis, est-ce qu'il peut y avoir une limite raisonnable? Parce qu'il y a des incidences sur des problèmes Oui. d'incivilité. Donc, la reconstruction de la ville sur la ville. OK? Donc, effectivement, je vais expliquer. On a dit tout à l'heure que le paramètre, c'était l'équilibre entre justement la densification de la ville et le non-étalement à l'infini de la ville. Donc, je suppose que c'est le problème qui est posé à chaque fois dans cette reconstruction de la ville sur la ville. On sait à présent que l'idéal, ce n'est pas la maison individuelle. L'idéal, c'est un peu plus haut et avec des larges avenues et que justement, on n'ait pas de l'étalement à l'infini. En tous les cas, c'est ce qui est donné à ce jour. Peut-être que des études comme ça nous permettront d'infirmer ce paradigme.
Surtout, peut-être, ce qu'entend monsieur, c'est qu'il y a une décision qui est collective et pas seulement celle d'un promoteur qui voit des avantages. Exactement. Je lis entre les lignes ce que vous dites et je pense que c'est tout à fait possible de donner des avis sur des initiatives. Et là, on donnera des données. Oui. Perla a raison pour... On a vu que dans les nouveaux quartiers, les quartiers nouveaux, il y a quand même un urbanisme de quartier avec, voilà, il y a une espèce de plan de quartier qui est mis. Alors, c'est vrai que ça correspond jamais au souhait de un chacun, parce que tout le monde veut vivre seul dans sa rue. Ça, c'est comme les ralentisseurs, tout le monde en veut, mais pas devant chez soi. Donc, c'est exactement le même problème. Et donc, c'est vrai qu'il y a un équilibre après qui se fait avec les urbanistes. Alors, Fabien. Juste une information, c'est le moment actuellement de participer aux concertations organisées par la métropole dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal climat. Ça va durer jusqu'à l'été. Et donc là, il y a des réunions publiques où il y a peu de monde en fait. Et le projet de PLUI est actuellement sur le site, Oui. consultable sur le site de la métropole. Participer à ces réunions, c'est le moment de faire part de Et donc, votre avis. le maire et son équipe vont au contact pour avoir un certain nombre de retours justement des gens. Madame, vous vouliez poser une question? Oui, moi, je vais aux réunions. Je fais partie des personnes qui vont aux réunions. Mais pourquoi il n'y a pas personne aux réunions? Parce que de toute façon, ce que l'on demande, c'est pas entendu. Je crois que l'objectif du maire, c'est de mettre la ligne 5 et d'enlever les voitures, mettre la ligne 5. Je crois, enfin, personnellement, je pense que le tram, ça pollue aussi. Moins Ouais. que les voitures, mais ça pollue. Et d'autre part, je ne sais pas, vous ne parlez pas de la pollution électromagnétique, mais ça aussi, on en est touché. Oui, c'est vrai. Tout à fait. vous avez Jusqu'au raison. cancer, d'ailleurs. Oui. Et ça donne des cancers. Donc, Mais- je ne sais pas si c'est coté Si, dans si, votre si. étude. Dans Donc, Urbanom, c'est coté on- dans l'étude. J'utilise un mot savant, on fait l'esposome. Donc, toutes les nuisances environnementales. OK. Donc ça, c'est très important. Je pense que c'est fait par une épidémiologiste qui n'est pas aux manettes au niveau politique. Donc, on peut lui dire qu'on peut imaginer qu'elle est là intéressée par la publication scientifique qui va sortir de là et le Pour cumul. par la santé Donc, publique en voilà. général. Donc, comme on le disait, c'était effectivement une démarche longue, une démarche permanente. On ne peut pas, à un moment donné, inverser les décisions après une réunion publique. Il y a des choses qui sont dans les tuyaux. Ce qui est important, c'est regarder à J+5 ans, à J+10 ans, ce que va être la cité, ce que va être la pollution et ce que vont être le reste des paramètres dans lesquels nous vivons chacun de nous. Donc, c'est le moment que vous approuviez ou désapprouviez l'urbanisation, c'est le moment de participer à cette étude avec des caractères objectifs, justement, pour donner aux gens qui prennent leurs décisions politiques des outils de pilotage. On arrive déjà au terme de cet entretien. Donc, je voudrais remercier Isabella Anessi Maessano, épidémiologiste, C'est moi. Lionel Scotto d'Apollonia, sociologue, et Fabien Basco, urbaniste, qui ont participé à ce débat pour essayer de nous éclairer, de nous présenter cette étude, nous motiver aussi pour y participer. J'espère que nous l'avons fait et que ça sera un moyen d'avoir des données objectives sur les facteurs qui influent sur notre santé en milieu urbain, dans le bassin de population de Montpellier. Merci à chacun. Merci aux Gazettes pour son accueil. Et je rappelle que vous retrouverez ce plateau à la fois à l'antenne, sur notre Facebook, également. Vous pourrez nous écouter à partir du 15, à la fois en modulation de fréquence, comme vous avez l'habitude de le faire pour les gens de Montpellier, mais pour Montpellier, Nîmes et Perpignan, nous serons également dans le nouveau standard de radio numérique, le standard de demain en DAB+. Merci à chacun et à bientôt sur notre antenne de Radio Aviva. Merci.